Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans votre émission Thermomètre de la RDC, une émission de débat qui vous met au courant, au bain de la situation socio-économique et politique de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Comme je vous l'ai dit depuis bientôt maintenant un mois, que nous sommes en pleine campagne électorale et elle poursuit son bon nombre de chemins. Et cette campagne électorale qui a commencé de manière un peu timide prend de l'ascendance, sauf que aussi avec cette ascendance, comme on le dit en français, la puce vient avec les chiens, c'est-à-dire bien plus elle devient de plus en plus animée, on constate aussi qu'il y a un regain de violence, chose qui n'était pas du tout au début de cette campagne. Nous allons en parler, c'est-à-dire on va se poser la question, celle de savoir ces scènes de violence sont-elles des stratégies politiques ou simplement une tolérance civique entre citoyens? Alors pour en parler, nous avons pour vous dans ce plateau deux éminences grises. Nous avons Ben Brian, cadre RDT, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, merci de l'invitation. Allez, bienvenue à vous. Maître Simon Baya, bonjour. Bonjour, merci. Je salue aussi mon co-débatteur. Merci. Ok, alors Ben Brian, c'est avec vous qu'on va ouvrir le bal. Il y a déjà un article de soir qui annonce les reports, qui annonce que la Cour constitutionnelle va se prononcer sur les reports des élections ce vendredi. On le disait, ça s'est bruité dans le couloir. On disait tantôt qu'il y a la CENI qui aurait saisi dans les coulisses la Cour constitutionnelle pour demander un report de 6 mois. On ne fait foi en rien, mais c'est quand même un journal crédible qui est reconnu mondialement et lu, qui mène des enquêtes. Quand il annonce une information de telle envergure, de cette envergure, ça donne lieu de faire foi. D'abord, commençons par les débuts. Les débuts, c'est quoi? Les débuts, c'est qu'il est possible que l'on ait un petit report. Un petit report parce qu'il y a d'ailleurs une jurisprudence quant à ce. Rappelez-vous que l'année dernière, j'ai dit toujours l'année dernière, mais je veux dire les élections dernières. Les dernières élections ont été reportées de une semaine environ. Si mémoire est bonne encore. Une semaine, on était parti pour, je crois, 16 décembre. Finalement, on a voté le 30 ou le 31 décembre, si je ne me trompe pas. Mais en fait, il y a eu un petit report. C'était pour des questions purement techniques, pour un petit réajustement. Il n'y a pas de mal à ça. Ça ne tuera personne. Même si j'aimerais vous dire quand même que moi, j'ai déjà eu à lire dans ce même site, sur ce même journal, le soir, que je ne veux pas ici discréditer, mais j'ai quand même eu à lire des choses peu commodes, des choses qui ne se sont forcément pas réalisées. Et donc, je pense que pour moi qui suis candidat, si on a ces petits reports pour réajustement technique, ça ne me poserait aucun problème, même si alors nous sommes prêts, nous étions prêts, et moi je suis prêt. Je pense que la grande partie des candidats aussi, surtout le président de la République, qui continue quand même son périple à une vitesse de croisière, parce que en une seule journée, il fait 3-4 villes par moment. Ça prouve à suffisance qu'il est lui prêt pour les élections, et moi je suis prêt pour ce 20 décembre. Mais s'il arrive qu'on ait un petit report, je ne pense pas que le ciel nous tombera dessus. Mais ça s'est bruité déjà, ça s'est discuté. On voyait l'inopportunité ou soit la quasi-difficulté de tenir à temps ces élections. Pourquoi ne pas l'avoir annoncé et attendu que les gens aient dépensé autant, assez d'argent pour voilà, en arriver là? Mais on ne reporte pas s'inédier les élections. Déjà qu'il faut voir dans le site, vous l'avez lu, je n'ai pas encore lu, il faut voir quand est-ce que, pour eux, on parle de quand? On parle d'un report de combien de temps? Je vous dis qu'aux élections dernières, on a eu ce petit report. Ça n'est brut en rien ce que les gens ont fait comme effort. Je vous dis que je suis candidat. Moi, j'en ai investi de l'argent pour cette campagne électorale. Et donc, un petit report d'une semaine, de 2 semaines, ça ne tue personne. Et donc, on ne va pas dire que les gens ont dépensé de l'argent pour rien. On ne va pas non plus dire qu'il fallait l'annoncer bien avant parce que si jamais report il y a, c'est à cause justement de la réalité sur terrain. Et donc, la réalité des terrains imposera ce report si jamais il existe. Et cette réalité ne peut être constatée que de manière factuelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans le fait de l'action pour constater qu'il est impossible de tenir cette élection. Ou alors autrement, on l'aurait reporté depuis bien longtemps pour sortir du cadre ou pour sortir du délai constitutionnel. Alors que vous savez que le président Tshisekedi est un légaliste qui veut rester dans le cadre de la loi, qui veut respecter le délai.
Et je pense que sa famille politique, son gouvernement surtout, a travaillé pour atteindre ces objectifs-là dans le délai, pour qu'on ait les élections à la date prévue, pour que l'on ne sorte pas et qu'on ne dise pas que voilà, le fils du Sphinx, opposition historique pendant 37 ans, ils n'ont pas pu respecter les délais. Non. Alors si on se rend compte que sur terrain, il y a certaines difficultés, face à cette évidence-là, on ne va pas tricher avec les évidences, on peut faire ces petits reports, et il était hors de question que l'on fasse ce report bien avant, comme si on n'était pas prêt pour ces élections. Non, je pense que si report il y a, c'est face aux réalités de terrain, et on ne pouvait pas reporter ou, je ne sais pas moi, postposer l'élection juste comme ça, par bon plaisir. Vous parlez d'un petit report, mais les données qui sont sur terrain, ne présagent pas un petit report. Il y a l'illisibilité de la carte d'électeur, il y a le problème de la cartographie de bureaux de vote, il y a les problèmes logistiques. Vous êtes sans ignorer que le Congo est un pays continent. Et pour le déploiement sur toute l'étendue du territoire national, c'est au moins 30 jours. C'est beaucoup de choses mises dans un package. Est-ce que pensez-vous que ça soit à même de permettre un petit report, comme vous le dites? La cartographie électorale, je ne sais pas ce que ça veut dire véritablement, parce que cette cartographie électorale est connue déjà, et la CENI a répondu à beaucoup de questions de manière prompte et de manière moderne, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais vous donner quelques exemples. Pour ce qui est de la liste des électeurs, lorsqu'il faut par exemple retrouver, pour chaque électeur, s'il faut retrouver où est-ce que vous allez voter, quel est votre bureau de vote, la CENI a mis sur pied une application qui permet justement de vérifier le bureau de vote de chacun. Normalement, c'est là où je me suis fait enrôler, c'est là mon centre de vote. Qu'est-ce qui pousse à ces changements? Parce qu'il y en a qui pensent encore que c'est comme ça, mais ces changements viennent d'où? Il n'y a pas de changement. Mais justement, je suivais, ouais. Sauf que, il y a des réalités telles que vous pouvez avoir une école qui était une école et qui était un centre d'enrôlement, et que cette école n'existe plus parce que peut-être elle a été détruite, parce qu'intempérie, parce que catastrophe naturelle, parce que la guerre, parce que peut-être insécurité, et il peut y avoir des décalages quant à ce, il peut y avoir de petits trucs. Et autre chose, c'est que le bureau de vote, les centres de vote, c'est pour que le Congolais comprenne, parce qu'on est dans le contexte congolais. Un centre de vote, c'est une école, avec autant de classes. Mais le bureau de vote, c'est la salle de classe. Moi, lorsque je me suis fait enrôler, il n'y avait que 2 salles pour l'enrôlement. Mais lorsque ça sera les élections, il y aura plusieurs salles. Okay. Et maintenant, il faut savoir dans laquelle de salles vous allez voter. Okay. Et donc, c'est à ces questions-là que la CENI a répondu avec l'application, avec les sites. Vous mettez le numéro de votre carte, on vous indique votre bureau de vote, votre centre de vote et votre bureau de vote. Dans l'application, c'est la même procédure. Et je pense que la CENI répond promptement à ces questions. Maintenant, si vous me parlez du déploiement, j'ai vu que la MONUSCO a été mise à contribution. Et là, aujourd'hui, la MONUSCO a déjà déployé le matériel, les kits électoraux, et les a déployés dans le fin fond du Sud Kivu. La MONUSCO est à contribution. La MONUSCO est limitée par, c'est-à-dire géographiquement, elle n'est déployée que dans quelques provinces, elle ne peut pas aller au-delà. Oui. C'est ce qu'elle a dit aussi. Je suis d'accord, mais le gouvernement... Mais après, on ne va pas compter sur... jusqu'à quand? Kadima en parle encore. N'oubliez pas que cette élection est totalement prise en charge par le gouvernement congolais. Donc, lorsque nous appelons un renfort, par exemple, la MONUSCO, parce qu'elle traîne encore le pied sur notre territoire, elle ne va pas être là pour rien. On va quand même profiter de quelque chose. Justement, l'auteur de l'article s'étonne aussi du fait que tantôt vous appelez à son départ, tantôt vous appelez ses bonnes grâces pour la logistique électorale. Non, mais ne vous en faites pas. De deux choses l'une. Mais elles veulent quoi? La MONUSCO, elle veut quoi? Pourquoi elle traîne encore le pas? Si elle traîne encore le pas, on va profiter un peu de sa présence. Ne vous inquiétez pas, depuis que le processus électoral a commencé, c'est la première fois que l'on met à contribution la MONUSCO. On ne va pas d'ailleurs s'en plaindre, on n'en aura même pas honte. Du moment qu'ils sont encore sur notre territoire, on va profiter un peu de leur présence et on ne va pas s'en plaindre. Mais maintenant, il y a le gouvernement qui a mis au service de la CENI des Antonov, des hélicoptères, et le gouvernement angolais aussi, nos frères et amis de l'Angola, qui vont aussi contribuer. Ils sont dans l'incapacité de le faire avant la date du 20 décembre. Mais ça vient de vous, ça vient de... il y a un communiqué, il y a un communiqué sur ça. Il y a un communiqué sur ça. Allez, je vous alimenterai en information tout à l'heure. Mais justement, vous êtes journaliste, mais dans tout le cas, il est évident que si l'on ne tient pas l'élection le 20 décembre, même si je continue à croire qu'on tiendra cette élection le 20 décembre, mais à l'impossible nul tenu, si on ne tient pas l'élection le 20 décembre, on pourra le tenir peut-être le 31 décembre, peut-être le 30 décembre, il n'y a pas de mal à ça.
Il n'y a pas de mal à ça. J'ai- Et c'est normal. C'est lié aux dimensions continentales de notre pays. Et ce n'est pas un défaut, ça. J'ai des questions pour vous à suspense. Maître Simon Baya, vous êtes cadre de l'Union Sacrée, porte-parole de l'ANCL. Vous êtes aussi candidat aux législatives. Vous suivez ce qui se passe. Vous avez suivi certainement le président Denis Kadima lors d'une prestation médiatique sur les ondes de Top Congo. Il était peu rassurant sur la tenue des élections à la date indiquée. Vous, en tant que candidat, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous vous dites? Écoutez, les élections, selon la date qui avait été annoncée par la CENI, devraient se tenir le 20 de ce mois, bien sûr. Mais si jusque-là, la CENI ne donne pas un autre son de cloche, on ne peut pas faire foi ou croire à tout ce qui peut se dire par, je ne sais, n'importe quel éditorialiste. Je voulais revenir à cet article qu'on a publié par le soir. D'abord, il se pose un problème de procédure. Je ne sais pas si c'est la Cour constitutionnelle qui est habilitée à annoncer un report. On dit que la CENI aurait saisi la Cour constitutionnelle. C'est ce qui s'est dit, au fait. Est-ce que jusque-là, il y a un contentieux, il y a un problème qui doit contraindre la CENI de ne pas se prononcer officiellement et d'aller, demander la Cour constitutionnelle de se prononcer à sa place? Peut-être que c'est une fuite en avant pour s'éviter l'opprobre et tout ça. Pas du tout. N'oubliez pas que ces élections ont demandé beaucoup de moyens. Le Trésor public a mis beaucoup de moyens pour ces élections. Beaucoup de moyens, alors que la CENI dit n'avoir presque pas de moyens la pour CENI, jusque-là, donc, les moyens qui sont mis jusque-là en marche pour la tenue de ces élections ne sont pas les moindres. C'est beaucoup de moyens. C'est pour dire qu'on ne doit pas prendre les choses à la légère. Et je ne vois pas pourquoi la CENI, qui peut avoir un motif valable, comme Ben vient de le dire, de pouvoir, ne serait-ce que repousser les élections d'une ou de 2 semaines, va aller saisir la Cour constitutionnelle. Là, moi, j'ai des doutes sur cet article. Il y a une question que moi, je me pose depuis hier sur ce plateau. Pourquoi l'hypothèse d'un report des élections n'inquiète personne? C'est-à-dire que ce soit opposition, majorité, à chaque fois que cette question est posée, c'est comme si les gens s'attendaient à ça. Ouais, bon, ça dérange personne. Qu'est-ce qui se passe, au fait? Mais nous sommes dans une période électorale, en pleine campagne électorale. Pourquoi voulez-vous que nous puissions dire le contraire? Allons aux élections. N'oubliez pas que ces élections... Justement, l'hypothèse d'un report, ça n'inquiète personne, contrairement à ce qu'on voyait en 2016. C'est qui se débrouille plutôt bien. Je pense que la jeunesse peut être fière de son congénère qui est Constant Moutamba. Donc, après, je pense que il faut que ce pays arrête de réfléchir comme Madame Ifoko le fait. Il faut que ce pays arrête de réfléchir comme ça. Aujourd'hui, nous prenons en référence la France, nous prenons en référence les États-Unis, nous les appelons pays de vieille démocratie. Ils n'ont pas commencé sur des roulettes, ils ont commencé avec des difficultés comme le nôtre. Et nous sommes en train de faire notre bon nombre de chemins. Nous commençons par quelque part. Les élections de 2006, elles ont été le plus difficile peut-être. Les élections de 2011, elles ont été aussi compliquées. Et aujourd'hui, nous avons des élections en 2018 qui ont été plus ou moins acceptables. Et dans quelques jours, nous aurons une élection, celle de 2023. Et je pense, moi d'ailleurs, que l'élection de 2023, celle que nous allons avoir ce 20 décembre, parce que j'étais en train de jeter un coup d'œil rapide à cet article du soir que vous avez évoqué, l'article de Madame Colette Braeckman, qui a perdu beaucoup en crédibilité. Si je savais dès le début que vous parliez d'un article écrit par Colette Braeckman, je vous aurais dit tout de suite que c'est un torchon. Mais un peu par respect pour elle, je ne vous dirais pas que c'est un torchon. Mais elle raconte beaucoup de sa vie. Moi, Maître, je viens de lire. Elle raconte sa vie dans cette histoire. Et vous aviez eu raison d'évoquer la question de dire, est-ce que c'est à la Cour constitutionnelle de prononcer le report, justement? Ils ont pris, je crois, encore une analyse faite par Bob Kabamba, si je ne me trompe pas, qu'ils ont repris. Mais c'est ridicule. La CENI aurait peur de qui pour contacter ou pour solliciter un report auprès de la Cour constitutionnelle, sachant que
La Cour constitutionnelle, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, que la Cour constitutionnelle n'est pas l'organe habilité à organiser les élections, mais qu'elle est plutôt juge de contentieux. La Cour constitutionnelle est simplement juge de contentieux, mais à quel moment? Ou peut-être aussi juge d'interprétation. Elle est en dernière instance dans certains dossiers. Le contentieux. Et est-ce que là, il y a contentieux? Dès lors que ça peut mettre en péril... non, attention, en droit, mes amis juristes maîtres est en face de moi, le pouvoir est d'attribution. On ne se réveille pas le matin et on dit la Cour constitutionnelle va décider de qui est malade et qui n'est pas malade. Le pouvoir est d'attribution. L'organe habilité à organiser les élections ici, et c'est même l'organe qui, en toute indépendance, établit un calendrier électoral. Cet organe s'appelle Commission électorale nationale indépendante. Il faut que Mme Colette Brickman arrête. À un moment, il faut savoir prendre sa retraite. Je pense qu'elle est déjà assez âgée pour ça. Elle ne me suivra pas, mais malheureusement, je viens de lire l'article, c'est un torchon, simplement. Et les réflexions de Mme Ifoku s'apparentent beaucoup à un torchon aussi. Il faut que nous apprenions à grandir. Il faut que nous apprenions à marcher. Un enfant qui naît, il marche, il tombe, il trébuche, il se relève et il continue sa marche. Nos élections peuvent être difficiles, nos élections peuvent être organisées dans certaines difficultés, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'accoutumer, ça ne veut pas dire qu'on doit se complaire dans ce compromis où vous appelez des gens, vous leur dites, ouais, signez un pacte pour dire que vous n'allez plus vous représenter. Marie-Josée Ifoku n'est pas la seule candidate à avoir émis des observations un peu très critiques à l'égard de ce processus. Tshisekedi lui-même en est le premier. Le président Tshisekedi... Oui. Il y a le 9 leader de l'opposition qui, à un moment, avait appelé Denis Kadima pour lui présenter un cahier de charges qui relayait encore des irrégularités dans le processus. Est-ce que quand plusieurs voix portent le même discours, n'y a-t-il pas lieu de donner du crédit à ces... On donne beaucoup de crédit à ça. Ce qui est crédible, on donne du crédit. Mais ce qui n'est pas crédible n'a aucun crédit. Comment vous voulez qu'on donne du crédit à ce qui n'est pas crédible? Lorsque, par exemple, un candidat président vous dit Tshisekedi, qui est le président de la République, ne devrait pas avoir de garde républicaine maintenant parce qu'il est candidat, il est comme tout le monde. Est-ce que ça veut dire que ce pays, en ce moment, ce pays est à la merci de n'importe qui? Est-ce que ça veut dire que ce pays n'a pas de président en ce moment? Est-ce que ça veut dire que puisqu'on est en campagne et puisque Tshisekedi est candidat à sa propre succession, est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus président de la République? Quand on vous dit que le président de la République est en fonction jusqu'à l'installation du président élu, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous voulez que l'on accorde du crédit à des gens comme ça? Des gens qui vous disent, ouais, lui, il a de garde républicaine, alors qu'il est candidat comme nous. Ils oublient même qu'il est quand même président, malgré qu'il est candidat. Non, on accorde du crédit qu'à ce qui mérite un certain crédit. Et donc, la CENI, et je vais même ici féliciter la CENI, qui a répondu à beaucoup de questions. La CENI a répondu à beaucoup de questions. Cette affaire d'illisibilité de cartes, n'avez-vous pas vu que la CENI a décentralisé? Moi, par exemple, je suis à Lemba. Tout Moamba, toutes les 5 communes que vous pouvez connaître de Moamba se réunissent à Lemba pour récupérer l'air duplicata. Et pour décongestionner tout ça, pour aérer tout ça, la CENI a pu organiser de manière à ce que chaque antenne dans chaque commune puisse délivrer des duplicata. Et au jour d'aujourd'hui, le processus est plus ou moins accéléré. J'ai dit plus ou moins. Lorsque le président Tshisekedi dit qu'on est en train de commercialiser les duplicata et qu'il demande à la CENI de faire diligence pour que cette question s'arrête, est-ce que vous en entendez encore parler? Mais est-ce que le problème d'illisibilité des cartes est réglé avec les duplicata? Parce que même les duplicata aussi, semble-t-il, non, je pense que ça fait pas long feu. Oui, j'ai eu des témoignages, moi. Non, je pense que les duplicata, il est plutôt de bonne qualité parce que, comme le disait Martin Fayoulou, on a quitté de l'imprimante thermique à une imprimante claire comme d'habitude. Donc je pense que les duplicata, moi qui vous parle, je n'ai pas encore ma carte. Je n'ai pas encore mon duplicata. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Je suis parmi les personnes qui ont émis cette critique, mais alors vigoureusement. Je dis vigoureusement. Autant que le président Tshisekedi l'a fait. Et lorsque moi, parmi tant d'autres, j'ai partagé ma carte d'électeur qui était illisible, je l'ai partagée sur les réseaux sociaux, les petits comptes rwandais l'ont pris, on l'a récupéré par-ci, par-là, et même certains journalistes, parmi celles que je viens de citer, qui ont récupéré cette carte pour dire, voilà, il est impossible de tenir des élections au Congo. Mais je proposais encore sur les réseaux sociaux parce que je sais qu'à partir de là, je peux entrer dans n'importe quel bureau, dans n'importe quel salon, même si je pourrais formaliser ma proposition autrement. Je proposais à ce qu'il y ait un commis le jour du vote. Parce que le vote, lorsque nous nous sommes fait enrôler, on a mis nos empreintes digitales, on a mis l'iris avec l'œil que l'on a. Et donc, il y a moyen, il y a nos photos dessus, il y a le nom. Et donc, il y a moyen d'identifier les électeurs le jour même du vote. Certes, ça va peut-être alourdir un peu la machine, mais il est possible que Maître Simon, vous avez une carte, moi je n'en ai pas encore. Je peux me pointer devant le bureau de vote, je décline mon identité
Et avec mon empreinte, on sait m'identifier et je passe voter. Ça, c'est la proposition que je fais. Et vous verrez, chers frères, que ceux qui ne sont pas prêts pour les élections seront surpris lorsqu'on va leur dire que ce problème d'illisibilité de carte ne posera aucun problème parce que vous pouvez vous pointer au bureau de vote, même sans carte, on saura vous identifier si jamais vous avez été enrôlé. Vous verrez qu'ils vont rougir ici. Vous verrez que les gens comme Marie-Josée Ifoku, qui n'est pas prête pour les élections. Mais venez-en sa proposition, son observation. Je dis qu'elle est... Je n'ai pas envie d'utiliser de mots ici, mais j'ai dit que c'est incommode. Elle est inopportune. C'est pas inopportun, c'est pas question d'opportunité. J'ai dit que c'est incommode. J'ai dit que c'est sale. Pour un pays qui a son... Mais je vous l'explique. Allez-y. Nous sommes à notre 3e cycle électoral, s'il vous plaît. Que l'on vienne ici avec des propositions de transition, de conciliabule, de ceci, de cela. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous êtes tout le temps là je ne sais pas moi, à m'adouer les autres, à flatter les autres, à le féliciter, à le louer? Parce que voilà, au Sénégal, ça tient les élections, ça ne s'arrête pas. Au Ghana, ça tient les élections, ça ne s'arrête pas. Et lorsqu'on veut faire la même chose ici, tu vois les gens pleurer, les gens dire non, non, écoutez, il faut qu'on s'arrête, il faut que tels qui ont déjà dirigé. Dans quel pays on classifie les gens comme ça? On dit voilà, ceux-ci sont de l'école de Macron et donc ils ne vont plus jamais diriger parce qu'ils sont de l'école de Macron. Hein, Emmanuel Macron qui était... On parle de la Macronie. Hein. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais Macron était ministre de François Hollande. À quel moment on a dit ils ont déjà géré, puisque François Hollande est parti à un seul mandat, un peu comme Sarkozy, et avec une cote de popularité la plus basse. Est-ce qu'on a dit oui, parce qu'il était ministre de Hollande, alors il ne peut plus gérer? Et pourtant, aujourd'hui, Macron, après l'échec patent de Sarkozy et de Hollande, Macron va enchaîner sur des mandats. Et bon nombre de Français pensent qu'il est bien meilleur que les deux. Et c'est quoi cette réflexion? Vous trouvez, vous, qu'elle est correcte cette réflexion? Qu'elle vient de dire ici, ouais, on a déjà vu le Tshisekedi gérer, et donc voilà, puisque vous avez géré avec Tshisekedi, mais alors, qui est-ce qu'on ne va pas disqualifier? Elle-même y compris, parce que je vous dis qu'elle est tête gouverneur de la Tchaba. On va revenir, elle dit qu'elle peut ne pas être là, elle veut que cette proposition soit portée par la classe politique. Ça, c'est un manque cruel. C'est un manque cruel de vision et d'argument. Ben justement, on va poser cette question, comme ça, c'est là que vous allez chuter sur ces sujets. Dites-vous, quelle est l'observation que vous, personnellement, en tant qu'acteur politique citoyen congolais, vous faites? Est-ce que pensez-vous, avec les caractères continents de notre pays et toute la logistique nécessaire qu'il faut pour couvrir toute cette étendue, il y a des routes qui ne sont pas praticables dans l'intérieur du pays, il y a des routes il faut faire de vélo, de moto. Est-ce que toute cette artillerie-là permettent de respecter ces délais, ou soit si jamais report il y aura, pensez-vous qu'il sera de quelle échéance? Je pense que si jamais report il y a, il sera très court. Le report sera très bref, il sera... chiffre. Vous voulez que je donne des chiffres? Ouais. Je ne peux pas m'aventurer sur... Estimatif. Non, moi, de mon point de vue, l'élection se tient le 20 décembre. D'accord? De mon point de vue, l'élection se tient les élections en général se tiennent le 20 décembre. Mais de fait. Alors... si vous voulez que je sois... Mais je ne suis pas organisateur des élections. Non, mais donc c'est compliqué. On est vraiment dans les... Parce que là, véritablement... Non, mais vous voulez que je sois un prophète? Vous voulez que je sois un diseur de bonne aventure? Non, je veux que vous analysiez. Je vous donne des faits et puis voilà. Mon analyse est celle-ci. Que la CENI a produit un calendrier électoral depuis bien longtemps et qu'elle s'est battue pour tenir le calendrier électoral. Même lorsqu'il fallait s'enrôler, beaucoup de gens ici ont émis des doutes. Beaucoup ici ne croyaient pas à cet enrôlement. Et beaucoup ont appelé les autres à ne pas s'enrôler. Lorsqu'il fallait déposer des candidatures, on en connaît un ici qui a invité tout le monde à ne pas postuler et lui-même est allé postuler finalement président de la République. Et ce pays, on est habitué à ce scepticisme qui devient finalement la norme. Et moi, je continue à croire, je ne vais faire aucune foi à ce torchon que je viens de lire. Je fais foi aux élections qui se tiendront ce 20 décembre. Mais alors, puisque je ne suis pas organisateur des élections, si elles ne se tiennent pas le 20 décembre, j'estime qu'elles doivent se tenir avant 2024. Et 2023 va s'étendre jusqu'au 31 décembre, 23h59. Et donc, je pense que l'élection doit se tenir en 2023. Comme ça... 2023 finit dans quelques jours. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ça veut dire que si on ne le tient pas le 20 décembre, on doit le tenir au plus tard 31 décembre de l'année en cours. Allez, Maître Simon Baya, pensez-vous, avec tout ce que j'ai étalé tantôt, qu'il soit possible de tenir ces élections cette année?
je dois vous dire que les imperfections ne manquent pas. Nous n'avons pas aujourd'hui, dans ce cycle électoral, un autre Congo. C'est le même Congo que nous avons eu en 2006, en 2011, en 2018 et aujourd'hui en 2023. C'est un pays continent, il y a des endroits où il y a un problème sérieux d'accessibilité, il y a des problèmes logistiques qui se présentent par-ci, par-là, mais du moins, il y a eu élection. On ne doit pas s'accrocher aux petites imperfections, par exemple, les problèmes de la carte. Moi, j'avais une carte qui était illisible. Je suis parti dans ma commune, en Galiema, à la maison communale, j'ai obtenu une nouvelle carte qui ne pose aucun problème. Et je l'utilise maintenant, ça fait, je crois, 2 ou 3 mois. J'étais en train d'observer. C'est que les gens comme les maris, il faut qu'on dise que non, voilà, même les nouvelles cartes vont perdre des écrits et consorts. Je n'ai pas voulu la plastifier. Je l'ai gardée ainsi pour observer. Mais elle est restée intacte. C'est un faux problème. Les petites imperfections, mais je voulais ouvrir une parenthèse pour vous dire ceci. La contestation d'un processus électoral fait partie aujourd'hui d'un jeu politique. Même si c'est un processus organisé par le pape lui-même, même si c'est un processus organisé par les parfaits évêques de l'Église catholique, mais sachez qu'il y aura toujours quelqu'un qui va contester le processus sur le plan politique. C'est devenu un jeu. Ouais. C'est devenu un jeu politique. Même la contestation des résultats des élections, c'est devenu un jeu politique. Fayoulou, fin 2018, il n'était pas en mesure de démontrer que c'était lui qui avait gagné aux élections. On lui a donné la possibilité devant la Cour constitutionnelle. Donald Trump revendique jusqu'à aujourd'hui sa victoire aux élections américaines. Bon, vous parlez de qui? Donald Trump. Donald Trump, bon. Ça se passe partout dans le monde. Même qui est... au Cameroun. Il y a Macron, on a contesté la victoire de Macron aux élections de son second mandat. La contestation aujourd'hui est devenue un jeu politique. C'est partout qu'on commence à contester. Maître Simon, est-ce pour autant qu'on doit fermer les yeux sur ce qui ne va pas? On ne doit pas fermer les yeux. Mais malheureusement, les yeux ne sont focalisés que sur les petites taches noires qu'on peut constater sur un papier blanc. Mais tout ce qui a été fait, Ben vient de le dire. Ne fût-ce qu'au début, pour la désignation des animateurs de la CENI, il y avait déjà des contestations. Pourquoi ça doit être telle et non telle personne? Rien que les animateurs de la CENI, la contestation avait déjà commencé. Sans citer le parcours jusqu'à ce jour. Partout, à chaque étape, il y a des réactions, à chaque étape, il y a des contestations. À chaque étape, il y en a qui avaient dit, écoutez, nous, on ne va jamais, alors jamais postuler, on n'ira jamais aux élections avec vous. Mais finalement, ils ont postulé, ils sont en train de battre campagne. Les contestateurs, laissons-les faire leur travail. Là où il y a les imperfections, la CENI, c'est un organe technique qui est assez outillé, qui a des gens qui sont au quotidien en train d'observer là où se posent les problèmes et qui cherchent comment les réparer pour nous amener aux élections. Mais je suis en train de ne pas avoir, d'éviter d'avoir des doutes que ça sera des élections non crédibles. Allez, merci à vous. Alors, on en vient au deuxième sujet de cette émission, comme je l'annonçais tantôt. Il y a des scènes de tension, de bagarres entre citoyens, sympathisants et partisans de différentes fractions politiques qui s'affrontent ici et là, qui font des victimes. C'est des scènes atroces, des images pas bonnes à voir, déconseillées aux âmes sensibles. C'est tout de même bizarre ce qui est en train d'arriver, Maître Simon. Je reste avec vous. On voit quelqu'un à qui on aurait décapité son nez, on a amputé les nez, on a amputé deux doigts, des scènes de bagarres, de perturbations de meetings. Ça répond à quoi? Est-ce une stratégie politique ou simplement une tolérance civique entre citoyens? Écoutez,
D'abord, les incidents que nous avons connus jusque-là en campagne électorale, ce sont des cas isolés. Nous avons Vessi Province. Il y a un regain, il faut le dire. Il y a nous avons, et on nous sait avons, voir, autour de quel candidat ça tourne. Nous avons Vessi Province. Et jusque-là, on n'a parlé que du Grand Bandundu. Et à Kinshasa, c'est peut-être dans les camps Luka. Et il y a eu aussi au Congo central, dans les 26 provinces. Et puis il y a eu aussi à Kindu, là où le jeune d'ensemble là a été... Ok, ça, moi je trouve que ce sont des faits bénins. Ce sont des faits bénins. C'est visible. Ce sont des cas, écoutez, ce sont des cas isolés. En quoi est-ce que c'est bénin? Mais je vais vous dire une chose. Il y a aussi des candidats qui sont là, qui sont spécialisés, dans la victimisation. Et ce sont les mêmes. La victimisation, il y a des images à l'appui, il y a des victimes à l'appui. Qu'est-ce que vous appelez mais ce qui est important, c'est de mener les enquêtes, de chercher à savoir qui est exactement le responsable de ces incidents qu'on est en train de connaître en campagne électorale. Il y a Adolfo Muzito. Il a circulé dans la majorité des grandes provinces. Aucun incident. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'engouement autour de lui. Mais écoutez, ça tourne autour de trois candidats qui traînent un peu de fou. Il y a le candidat numéro 20, numéro 21, numéro 23. Ça tourne généralement autour de... C'est qui le candidat numéro 23? Le 21, pardon. 21. Ah, numéro 3, j'allais dire. Numéro 3. Comment? J'ai compté. Ouais. Parce que moi, je ne connais pas le numéro 23. C'est pour ça que j'ai posé la question. 20. Vous voulez dire 3, 20 et 21. Voilà. Très bien. Ok. Je me permets de dire que certains incidents sont créés. Tout justement pour chercher comment décrédibiliser encore davantage ce processus électoral. Il y a des candidats aujourd'hui qui se sont retrouvés dans cette course. Dans vos propos, contrainte. Ça transpire clairement que vous optez beaucoup plus pour la tendance que ça relève d'une stratégie. Mais si ça relève d'une stratégie, elle est de qui? Pour répondre à ça, dites-nous à qui ça profiterait de décrédibiliser ces processus. Si c'était une stratégie, ça pouvait être une stratégie peut-être pour gagner aux élections. Mais c'est lui, jusque-là, qui est à la base de tout ça, c'est le candidat numéro 3. Ok. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Et je le confirme. Détaillez, allez-y. Voyez-vous, c'est quelqu'un jusque-là qui n'était même pas prêt pour ces élections. Avec tout il avait postulé pour un seul but. C'est lui de se voir, de se retrouver retiré de la course pour créer des troubles. Ce n'est pas pour rien qu'il avait parachuté ses poulains dans tous les médias. Il a une machine électorale assez puissante. Quelle machine, quelle machine électorale? Quelle machine électorale? Il y a même un des cadres de son parti qui dit qu'il est le seul candidat à avoir sillonné un peu plus tous les coins du Congo, que même plus que le chef de l'État qui est aussi candidat. On doit arrêter la comédie. Ben, allez-y. Vous savez, moi je peux demander, on peut demander aujourd'hui le ministre de l'Intérieur de demander à son collègue de culture et art de pouvoir faire les transferts de certaines personnes qui se disent hommes politiques, mais qui sont en réalité des comédiens. On doit arrêter la comédie. Quelqu'un ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et dire que non, voilà, je suis le mieux suivi. Nous sommes en train d'observer tout ce qui se passe. Monsieur Katumbi a battu campagne à Kinshasa, mais c'est passé inaperçu. Il n'a même pas eu l'occasion de créer un incident. C'est passé inaperçu. Demandez au commun de un incident, c'est ce que vous vouliez? Non, il n'a pas eu l'occasion de créer un incident. Comme il le fait partout ailleurs. Non, mais il battait campagne, il tenait son meeting. Pourquoi va-t-il avoir des accidents, incidents? Parce qu'ici, il a eu toutes les caméras sur lui. Il n'a pas eu le temps de fabriquer les images. Il n'a pas eu le temps de fabriquer les gens pour aller créer les incidents dans son propre meeting. Nous étions tous en train de l'observer. Ici, Anguille s'intéresse. D'abord, quelle était la participation à ce meeting? Lui qui semble dire qu'il a battu campagne, il est suivi partout, machin. Il est passé inaperçu à Kinshasa.
un petit terrain de football comme celui-là. Il n'a pas fait même la moitié du terrain. Quelqu'un me disait hier, le foule, ce n'est pas les urnes. Écoutez, voilà. Le langage change aujourd'hui. Le foule, ce ne sont pas les urnes. Ouais. Le langage change aujourd'hui, mais ceux qui vont aux urnes, ce sont les fantômes ou bien ce sont les êtres vivants? Ceux qui font les foules, ce sont les fantômes ou bien ce sont les êtres vivants? On doit arrêter à un certain moment de se victimiser. On doit arrêter de donner l'impression que non, voilà, on est populaire et alors on est en train d'être combattu et autres. Non. Monsieur Katumbi, nous lui demandons le 20 décembre d'aller aux urnes. Nous allons aux élections. Il a tout fait d'empêcher les élections. Il a tout fait de créer les incidents. Cela n'a pas eu lieu. Qui est-il pour empêcher les élections, maître? Ça aussi. Ben Brian, vous suivez ce qui se passe. Je vous regarde, je vous pose cette question. Est-ce que pensez-vous que ces scènes de violence qui ressurgissent et qui deviennent récurrentes à cette fin de campagne répondent à une stratégie politique? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et malheur, hein, ou malheureusement pour les âmes perdues. Je vous avais cité un jeune de Kindu qui était président de la Ligue, je crois, des jeunes de Ensemble, paix à son âme. C'était un jeune avocat. On dit de lui qu'il était brillant. Malheureusement, il sera... J'ai beaucoup de peine pour sa famille. Ça sera un dommage collatéral, malheureusement. Parce que la stratégie, c'est celle-là. C'est une stratégie politique aujourd'hui. La stratégie s'intitule la déconstruction de l'image démocratique ou de l'image démocrate de Félix Tshisekedi. Depuis le début du commencement, depuis le début de ce processus électoral, toute la stratégie, c'est déconstruire l'image démocrate que donne Tshisekedi. Tshisekedi laisse les gens faire leur meeting. Tshisekedi appelle ceux qui étaient en exil, il leur donne le passeport. Tshisekedi libère tous les prisonniers politiques. Tshisekedi fait ci, fait ça. Alors là, il donne très bonne impression. Ici, objectif numéro 1, déconstruire cette image démocrate qui renvoie Félix Tshisekedi. Mais qui est derrière? Mais c'est tous ces politiciens qui sont derrière. Fait numéro 1. Je veux pas rentrer très loin. Fait numéro 1, c'est l'enrôlement. On va enrôler les électeurs. Tout le monde ici dans les médias. Ah, Tshisekedi a envoyé plus de kits électoraux dans sa province, dans le 2 Kasaï, pour enrôler plus de gens. Comme ça, il va tricher facilement. Quelques jours après, on publie les électeurs, la cartographie, tout ça. Première province, Kinshasa. Deuxième province, le Kivu. Le Katanga, et ainsi de suite. Les terroirs, les territoires dont est originaire Tshisekedi arrivent peut-être en 20e position. Très peu d'enrôlés dans le Kasaï. Fait numéro 2. D'abord, je n'ai pas parlé ici de la nomination ou de la désignation de Denis Kadima, qui est quand même un grand expert électoral dans ce pays, reconnu mondialement. Quand il a été désigné, tout le monde ici s'est dit qu'il a été désigné parce qu'il est du Kasaï comme le président Tshisekedi. Mais lorsque Daniel Ngoyi Mulunda était du même coin que le président Kabila, on n'a pas vu les gens soulever le problème d'origine ou d'appartenance ethnique. Fait numéro 3, que l'on nomme quelqu'un, je ne vous ai pas parlé ici de Flori Kabang et Numbi, qui était du même coin que le président Kabila, mais qui était PGR de la République. Je ne vous parle pas de l'ancien président, j'oublie encore son nom, l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Lomba. Daniel Lomba. Benoît Lomba, oui. Qui était du même coin que le président de la République, l'ancien président. Je ne vous parle pas de tous ces faits. Personne, à aucun moment, on dit qu'ils ont été nommés ou qu'ils... Peut-être que les gens n'étaient pas assez regardants à l'époque. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on veut déconstruire l'image de Tshisekedi. Et pour ça, il faut tout dire. Pour ça, il faut tout faire. Est-ce qu'il ne leur prête pas non plus le flanc à certains moments? Mais je vous donne ici des exemples. Je vous donne ici des exemples de quelqu'un qui a fait pratiquement la même chose. Et on ne lui a pas accusé, lui, d'avoir été tribaliste. L'objectif, le seul objectif, c'est la déconstruction de l'image de Tshisekedi. Lorsque dans ce pays, on a eu... Voilà, moi, je n'ai pas envie de tomber dans ça, c'est pour ça que je me retiens beaucoup. Oui. Ne vous épargnez pas de tomber si ça peut nous aider. À quel moment dans ce pays le swahili est devenu la langue de l'armée? Quand tous les généraux de l'armée parlaient swahili. Quand tout le monde voulait parler swahili pour être proche du chef. À aucun moment on a dit que c'était tribal ou que c'était... À aucun moment. À aucun moment. Mais aujourd'hui, tout le monde scrute à la lettre les nominations. Quand on a nommé Ilun Kamba, tout le monde a dit « Ah, il s'appelle Ilun Kamba, donc Azam Moulouba ».
Et donc Tshisekedi met encore un Moulouba. Moi, j'ai vu ça. Tshisekedi est dans le Kasaï récemment. Il parle en Chiluba, il dit « Nos frères de Katanda ». C'est un territoire de là, du Kasaï. Nos frères de Katanda qui se mettent en conflit, vous me faites honte. Un journaliste célèbre, j'ai failli dire sérieux, mais il n'est pas du tout sérieux. J'ai failli citer le nom, je ne ferai pas ce plaisir-là. Sur les réseaux sociaux, il va relayer pour dire Tshisekedi s'attaque au Katangé. Donc dans sa tête, Katanda et Katanga, c'est la même chose. L'objectif ici, déconstruction de l'image de Tshisekedi. Lorsque Tshisekedi, quand il est président de la République, il réserve tous ses voyages pratiquement, soit dans le Katanga, ou soit alors à l'est du pays, personne ne dit jamais rien. Quand il va dans le Kasaï, il dit, écoutez mes frères, vous dites tout le temps que je vais toujours ailleurs, je ne viens pas chez vous, mais ailleurs il y a plus de problèmes. Nos frères de l'Est meurent tout le jour. Vous, vous êtes ma famille. Il dit à l'époque, Machi Amoumenu. Tout le monde dit, ah, comment un président va dire Machi Amoumenu? Mais lorsque Joseph Kabila allait dans le Katanga et qu'il parlait toujours en Swahili et qu'il disait, vous ici, vous êtes le sang, mais il y a des gens qui veulent que le sang coule. Personne n'a jamais dit de Kabila qu'il était tribaliste. Lorsque, pour toutes les vacances, comment on l'appelle, le feu Mobutu, CCC Kokukumendo Azabanga, lorsqu'il s'est retranché toujours à Gbadolite, personne ne disait jamais qu'il était tribaliste. Lorsque tous les cercles de Mobutu, c'était que des Ngwandi. Lorsque le code dans l'armée, lorsque Mobutu se sentait en danger et que dans l'armée, on ne parlait que Ngwandi, allez lire le livre Ainsi sonne le glas, la chute du maréchal Mobutu, les livres écrits par Honoré Ngwanda. Que j'ai lu, j'ai rélu, j'ai passé des nuits blanches à lire ce livre. Voilà, c'est une masterclass. Lorsqu'il vous dit que dans l'armée, on parlait Kingwandi pour éviter que les autres écoutent les Lingala, personne n'a jamais dit que Mobutu était tribaliste. Personne. Aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, Tshisekedi a bâti sa campagne sur des faits tribales, sur des propos tribales. » À quel moment vous avez entendu Tshisekedi dire « Ne votez pas, c'est lui qui n'est pas ressortissant de telle et telle part » À quel moment? Lorsque Tshisekedi dit le candidat de l'étranger, est-ce que c'est xénophobe de dire le candidat de l'étranger? Parce que Tshisekedi n'a jamais dit le candidat étranger. La nuance est les tailles. Moi, je peux me permettre de dire que tel monsieur est étranger parce qu'il n'est pas congolais. Mais Tshisekedi, dans sa grandeur, n'a jamais dit que tel monsieur était étranger. C'est peut-être très cliché aussi. C'est peut-être très cliché, mais lui, il est très sage pour ne pas prêter le flanc, comme vous disiez tantôt. Parce que c'est lui qui a demandé qu'on restitue le passeport à tel. Parce que c'est lui qui, à l'époque, quand il était dans l'opposition, il dit non, moi, ces histoires de tel et tel, non. Lui, il a géré. Pour avoir géré une province, vous n'allez pas lui refuser la nationalité congolaise. Et lorsqu'il devient président, il lui accorde la nationalité, disons le passeport. Il le laisse postuler. Tout le monde, comme disait, mais tout le monde s'attendait à ce que monsieur, le candidat numéro 3, parce que c'est de lui que je parle, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit invalidé pour qu'après qu'il aille faire appel à ses amis occidentaux pour venir créer du chaos ici. Personne n'a voulu le prêter le flanc. Tu sais qu'il s'est dit non, laissez-le. Oh voilà, tel autre a de démêler avec la justice, procès Boukangalonzo, laissez tout le monde. On valide tous les candidats et même ceux qui vont à la Cour constitutionnelle pour des recours, on en ajoute 2. Je ne sais pas si c'est un lapsus, mais vous faites quand même des révélations très sérieuses. Vous dites que c'est Tshisekedi qui a dit laissez tout le monde. Non, donc c'est pas la CENI, c'est pas par la analogie que je l'ai dit. Non, c'est par analogie. Parce que c'est par analogie, mais on connaît ce pays. Lorsque Kabila n'a pas voulu que Katoumi postule, il n'a pas voulu. On a retenu Katoumi en dehors de ce pays et tout le monde le sait. Ça, c'est pas une blague, ça. On va pas se le mentir ici. C'est Kabila qui a interdit, qui a donné des injonctions claires. Que Katoumi ne mette pas le pied au Congo, on l'a empêché de postuler. En 2018, vous le savez, ça. Et Tshisekedi pouvait se le permettre. Hein. Il pouvait se le permettre. Il dit non. Tout le monde sur les rings. Et aujourd'hui, nous en sommes à la campagne électorale. Et je vous ai entendu dire que le foule ne font pas les urnes. Mais c'est très faux. C'est ce qu'on m'a dit. Le vote, il est arithmétique, cher frère. La voix de 1 plus la voix de 2, ça fait 3. On a vu Tshisekedi à Butembo. Vous avez regardé les images? Impressionnant. Vous avez regardé les images dans le Kasaï? Ahurissant. Vous avez regardé les stades de martyrs? Vous n'avez encore rien vu. Pourquoi? Parce que le gars a un bilan. Parce qu'en dépit de l'adversité, en dépit du FCC Cash, en dépit de tout le temps perdu à régler les questions de la guerre, en dépit de tout ça, le gars, il a un bilan. Et vous avez quel discours? J'ai dit vous, je ne parle pas de vous en tant que journaliste. Je comprends tout à fait. Vous avez Moi, quel je pose discours? des questions, je n'ai pas des discours. À part VAR vidéo,
Vous avez quel discours? À Kinshasa ici, qu'est-ce qu'il nous a raconté? Qu'il allait détruire les sauts de moutons construits par Tshisekedi. Mais quelle folie! Kabila nous a laissé les passerelles. Vous pensez que c'est une folie? C'est une très grande folie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que monsieur veut faire tabula rasa. Non, peut-être parce qu'il estime que ça n'a réglé aucun problème. Mais je vous dis... Hein, Vous pensez que les sauts de moutons ont réglé quelques problèmes dans la circulation? Bien sûr, beaucoup de problèmes. Ah bon? Ah ben si, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas le thermomètre, justement, pour évaluer à quel point on a pu résoudre des problèmes. Ngouma, le matin, c'est toujours bouché. Mais il n'y a pas de saut de Je mouton. parlais avec Ngouma. Maître, il était retenu quelque Il n'y a, part là. il y a pas de saut de mouton. Ben, Ngouma. justement, ça, nous venons tous vous pour joindre connaissez- le boulevard. vous connaissez C'est d'où vient le problème? Sosimat, moi j'avais des bureaux quelque part vers Sosimat là. Je Kinshasa. connais cette circulation. Kinshasa. Chaoumba, Prince de Liège. Je ne parle que de là parce que Après- j'en ai fait les frais. moi. Après Abuja, au Nigeria, Kinshasa est la ville la plus véhiculée. En termes des véhicules, Kinshasa a plus de véhicules que toutes les autres villes d'Afrique après Abuja. Et ça, on doit le savoir. Maintenant, comment conduisent les gens à Abuja au Nigeria? Et comment conduisent le Congolais? Vous, au volant, vous respectez le feu? Vous, Ouais, au ouais, volant, ouais. vous respectez les bandes? Moi, oui. Vous ne créez pas de deuxième bande? Moi, je respecte le feu. C'est bien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Le problème du Congolais, c'est lui. C'est le problème du Congolais. Et le saut de mouton. Kabila, je voulais juste faire ce petit résumé. C'est rudimentaire ce que je vais dire, hein, mais pourtant c'est très révélateur. Kabila nous a laissé les passerelles. Quand vous êtes sur 7e rue Limite, il y a une passerelle. Sur 1er, une passerelle. Sur 13e, une passerelle. Tshisekedi nous a laissé les sauts de mouton. Ou nous laissera le saut de mouton lorsque sera venu le moment. Quelqu'un d'autre doit venir après nous laisser autre chose. C'est comme ça que l'on construit un pays. C'est Tout à brique. Kinshasa, c'est ça aussi, là où ça dérange Vous personnellement. dites quoi? Tout ça est fait qu'à Kinshasa. Qui vous dit ça? Mobutu nous a laissé le pont Maréchal. Kabila nous a laissé le pont Luangué. Non, mais Tshisekedi? non, justement, vous parliez tantôt des passerelles et des sauts de mouton. Je vous ai dit que c'était rudimentaire. Ouais, je vous ok. dis que c'était rudimentaire. C'était un exemple. Hmm. Aujourd'hui, Tshisekedi nous laisse le PDL 145 territoires. Combien par des exemple, bâtiments sont sortis des terres à travers la République? Déjà? Ah ben, vous ne voyez pas les images donc, hein? Déjà? Si, mais oui. si, Et vous ne voyez pas les images. si. Je ne réponds pas aux questions, je non, les mais, pose. non, mais Tshisekedi nous laissera l'UPEN rénové. L'unité. Tshisekedi nous laissera les stades Tata Raphaël retapés. Tshisekedi nous laissera le centre financier de Kinshasa. Quel bijou sorti de terre. Et ainsi de suite. Les routes de dessert agricole. Ah ben oui, ça existe. La route Kalambambouji, vous avez vu? Les travaux sont en cours. Hein. Une autre? Non, mais j'ai pas. Mais il y a la route nationale. Non, mais attends, non, j'ai pas tous les chiffres après. Si vous voulez, je vous la donne. Kalambambouji, c'est un Je le exemple. veux, oui. Mais après, il y a de routes nationales numéro, je sais pas moi, je vais vérifier vite fait. Parce qu'on est encore sur les directs, je vais Ouais. vérifier. Suivez le compte Bilembo Fachi et Béton. Vous verrez toutes les images. Un très bon travail de communication. J'encourage tous ceux qui sont derrière. Ben, est-ce que c'est seulement un travail de communication Non, ou c'est ce un sont travail- des faits, ce sont des... Très bien. C'est bien que vous reconnaissiez que ce sont des faits qui sont relayés simplement. Ici, les gens ne disent pas tout. Tshisekedi nous laissera la gratuité de l'enseignement de base. Tshisekedi nous laissera la gratuité de la maternité. Et quand je dis gratuité de la maternité, j'ai envie d'insister que là encore, c'est sommaire. Quand on dit gratuité de la maternité, c'est sommaire. En vrai, c'est la gratuité de soins postnatal et prénatal. Ben, quelqu'un dit que c'est la gratuité de l'accouchement. On va revenir à vous, Ben Brian. Maître Simon Baya, vous êtes cadre de l'Union Sacrée. En face de l'Union Sacrée, il y a certes des candidats, mais lesquels d'entre eux vous fait le plus peur? Je dois vous dire qu'il n'y a personne de tous ces candidats-là, qui ne peut nous faire peur. Fait à l'appui. Hein. Parce que on a lancé la campagne, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 19 novembre. Tout à fait. On tend vers sa fin. Félix Tshisekedi est le seul jusque-là à battre campagne ici à Kinshasa, dans la capitale. Parmi les 26 candidats, il est le seul jusque-là. Non, mais Katumbi était... Non, non, ça c'est du théâtre. Je ne sais pas, Fayoulou. Écoutez, voilà. Annonce un meeting au stade des Martyrs, c'est 17. Je ne sais pas, ça tombe quand? D'accord, d'accord, Il sera au stade des Martyrs. d'accord. Voilà. Mais pour le reste, Fayoulou, c'est son droit. On va observer, on va regarder. Katumbi, ce qu'il a fait, c'est du théâtre. Ça, c'est pas une campagne électorale, ça.
par rapport à la mobilisation, par rapport au discours, mais ça... Vous parlez d'où? Vous parlez de Kinshasa? Ici à Kinshasa, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Écoutez. Quels sont les attributs qui font que ce soit du théâtre? Il n'y a aucun candidat qui peut faire peur à Félix Tshisekedi. On voit bien sur qui vous vous acharnez, vous de l'Union sacrée. Vous faites allusion à M. Et même à vous entendre ici, j'ai même cru que les élections étaient bipolaires. Je n'ai pas entendu tel autre candidat, c'est seulement un candidat qui revient. Vous faites allusion à M. Katumbi, n'est-ce pas? Je ne fais allusion à personne, moi. Je dis. C'est vous qui citez son nom. Avant la campagne électorale, il a fait une sortie médiatique de triste mémoire. Comment un candidat président de la République, de la République peut stigmatiser une communauté de son pays qui représente quand même un grand électorat dans plus ou moins 5 provinces? De quelle sortie médiatique? Non, il a parlé. Non, un point de presse dans le Katanga. C'est quoi? Il était devant la presse, il a parlé des talibans. Ceux qui s'attaquent à moi sont d'un seul village. Il n'a pas le taliban. Non, il a parlé des talibans. Écoutez, voilà. Non. Écoutez, il a sorti, maître, juste pour éclairer, il a sorti de passeport. Il a dit ceci, on lui a donné le passeport. Il a dit ceci sont mes passeports. C'est des passeports congolais. Ou alors c'est des passeports de leur village. Parce que ceux qui s'attaquent à moi sont d'un seul village. Il a dit ça. Les talibans. Non, ça c'est un autre extrait de la même émission. Ok. Là, il a dit ce que je viens de dire. Et on sait à qui il s'adresse. Vous devinez? Laissez-moi continuer. Non, vous devinez. Laissez-moi continuer. Non, mais maître, non. Lui, à son niveau, il ne pouvait pas. Non, maître. Oui. Je suivis un confrère qui est d'un certain coin, qui ne se reconnaissait pas dans cette sorte dans cette façon de faire. Un confrère, je me réserve de les citer ici. Non, votre ami journaliste qui a dit qu'être taliban ne veut pas... Non, attends. Moi, je vous donne un autre fait. Je ne parle pas du fait qu'il ait parlé des talibans. Les talibans peuvent être de n'importe où. Encore que c'est un terme assez péjoratif. Mais si vous dites de tout support, tout soutien à Félix Tshisekedi, si vous l'appelez taliban, mais ça peut être quelqu'un de n'importe où. Voilà. Il y a des talibans de l'Équateur. Il y a des talibans du Bandundu. Voilà. C'est pas de ça que je parle. Donc ça ne donne plus lieu à la confusion. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'extrait où il dit que ceux qui s'attaquent à moi... Peut-être que les talibans auront un village. Dans quel pays? Au Pakistan? C'est politique, ce langage-là. Ne nous voilons pas la face. Non, on ne se voile pas la face. Les concepts talibans, nous savons d'où il est venu. Oui. Ça, ce sont les Boketchou. Ça, ce sont les... Et qui ça désigne? Ce sont les Boketchou et les autres qui ont confectionné ces concepts. Mais quand un candidat président de la République se permet, dans ce genre d'interview, de pouvoir stigmatiser une communauté, je répète ce qu'il avait dit. Laissez-moi, s'il vous plaît, vous m'avez encore coupé. Laissez-moi, je vais finir. Il dit ceci. Ceux-là qui ont qualifié Kabila de Rwandais, ce sont des talibans. Je répétais le mot de M. Katumbi. Ce sont des talibans. Oui. Ok? Lui, candidat président de la République, mais qui doit stigmatiser une communauté de la République de cette façon-là. Ne voyez-vous pas? Il y a la communauté talibanaise. Écoutez, je dis bien, ne nous volons pas. Non. Monsieur, écoutez, maître, c'est quand même très sensible ce que vous êtes en train de dire. Mais vous me coupez. Je veux vraiment vous appuyer dans votre fil d'idées. Je veux juste que vous soyez clair. Y a-t-il une communauté talibanaise, si je puis le dire ainsi, en RDC? Parce que vous avez besoin d'une réponse, je vais vous la donner. M. Katumbi est en train de cibler la communauté kassaïenne dans ses propos. Parce que ce sont les mêmes propos que tiennent tous ces gens-là, la race des Boketchou et les autres, qui pensent que lorsque Félix Tshisekedi est président de la République... Je vous citais tantôt quelqu'un du même coin qui ne se reconnaissait pas dans cette logique de choses et qui dit que la talibanie désigne un camp politique, une obédience politique. Pourquoi l'assimiler à un coin géographique de notre pays? Ça, ce sont ses propres analyses. Nous sommes tous à la cité. Il était en droit de se victimiser. Écoutez, nous sommes tous à la cité
nous voyons ce qui se passe. Depuis Genève, surtout. C'est depuis Genève Qu'est-ce qui se que passe? ce genre d'histoire se passe. Quoi? Qu'on a commencé à stigmatiser cette communauté. Je ne suis pas là pour La ça. communauté Je talibanaise. Non, Kassayen. Je dois être clair avec vous. Mais vous liez Selon deux contextes. Écoutez, Kadima a été attaqué. Pourquoi? Kadima. Si On peut-être, lui si reprochait, peut-être, oui, on lui si reprochait les autres, d'être du même coin géographique. Oui. exactement. Mais, on l'a pas traité des talibans. Exactement. Peut-être le mot n'a pas été utilisé. Écoutez, à Genève, il y avait combien de Kassaïens? Il n'y était qu'un seul. Mais pourquoi toute la communauté a été indexée alors qu'il n'y avait qu'un seul à Genève de ce qui s'était passé à Genève? Ne nous volons pas la face. Lorsqu'un candidat président de la République qui veut être élu comme président de la République, permettez-moi la tautologie, est-ce qu'il peut se permettre de pouvoir indexer, stigmatiser une communauté comme ça, et vous prenez que c'est un candidat sérieux? C'est un candidat de troubles. Monsieur Katumbi n'a pas besoin d'élection. Monsieur Katumbi n'avait pas besoin un jour d'être élu et diriger la République. Parce qu'il savait. Puisqu'il bat campagne, il sillonne le Congo. Qu'est-ce qui vous fait dire tout ça? Ce qu'il est en train de faire, c'est juste une simple formalité. Parce que partout où il passe, nous constatons que l'accueil pose problème, mais ce n'est que là où il crée les incidents qu'on doit brandir, que non, voilà, il était à tel endroit, regardez ce qui s'est passé, il y a eu quelqu'un qu'on a giflé, on a tabassé, on a fait ceci, on a fait cela. C'est ce que M. Katumbi fait. C'est un candidat de la contestation, c'est un candidat des troubles. Il n'avait pas postulé par conviction pour être dans la course. Il était là pour chercher... Vous pensez qu'on peut engager toutes ces dépenses qu'il a engagées juste sans conviction, juste pour contester, juste pour créer... Mais les dépenses, ça ne lui dit absolument rien. Il a un grand soutien. Il y a la fondation Mo Ibrahim qui est derrière lui. N'oubliez pas qu'il est aussi parrainé par Paul Kagame. Monsieur Katumbi participe dans toutes les messes noires. Vous voulez qu'on vous montre les images? Les images sont là. Moi, Ibrahim, là, on gère des milliards, c'est eux qui financent la guerre à l'Est. Mais c'est Katumbi, membre de la fondation Moi Ibrahim, l'argent ne leur dit absolument rien. S'il faut mettre un paquet pour créer un chaos, ça ne leur dit absolument rien. Maître Simon Baya, porte-parole à NCL, cadre Union Sacrée. Ben Brian, vous avez suivi la brillante intervention de Maître Simon. Si stratégie IA, à qui profiterait-elle derrière toutes ces scènes de violence? Oui, mais je m'excuse parce que dans la première partie, disons la dernière intervention que je fais, je n'ai pas pu répondre véritablement à votre question. Je voulais faire cette analyse qui était très importante aussi. Donc, comme vous dites, il y a effectivement une stratégie, et ça je le pense, c'est une stratégie politique qui ne peut profiter qu'à ceux qui ne... 2018. Il dit que parce que Tshisekedi l'avait demandé. Ah non, Tshisekedi l'aurait demandé, il ne serait pas dans l'ensemble de Katumbi à l'époque. C'est quand même Katumbi qui a payé sa caution à l'époque. Et aujourd'hui... ça n'est pas nécessité, allez. Je ne dis pas qu'il est nécessité, je dis qu'il était membre de Ensemble. Non, mais attention, moi je dis la vérité. Il est membre de Ensemble pour la République à l'époque et Moïse Katumbi a payé la caution pour tous les candidats de Ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessité. C'est le fait. Et les faits sont têtus. Katumbi a payé sa caution, Katumbi a soutenu sa campagne, mais à la veille des élections, lui et Claudel Loubaya ont soutenu Félix Tshisekedi et c'est en connaissance de cause. Il ne l'aurait pas fait, il n'aurait pas gagné à Luisa. Oui. Alors, prouve. Oui, rien ne le prouve, mais pourtant le fait qu'il l'ait soutenu, malgré qu'il était de l'autre camp, ça peut le prouver. Et donc, après, la stratégie ici bénéficie à ceux qui ne peuvent pas gagner l'élection si on y va à la loyale. Et pour eux, il faut créer des incidents pour décrédibiliser le processus électoral. Et ça, c'est la seule mission qu'ils ont en réalité. C'est d'avoir sur quoi rebondir lorsque la CENI va publier le vainqueur. Au soir du 20 décembre, le vainqueur, ça sera le numéro 20 à l'élection présidentielle. Et ça, ils le savent, ils le voient venir. Et ils ont commencé à mettre en place des stratagèmes. Ils sont en train de faire le lit de la contestation. Et ils ont mis ici un groupe de jeunes
Il y a certains de mes amis là-bas, on ne va pas critiquer, mais il y a un groupe qui se met en place ici d'observation électorale avec un groupe qu'on appelle Capita, qui se met prêt à publier les résultats de l'élection. Ils veulent même publier les résultats de l'élection concomitamment ou avant la CENI. Mais c'est un crime assez dangereux que vous êtes sur le point de commettre, cher ami, parce que la seule instance habilitée ici à donner les résultats, c'est la CENI qui donne les résultats provisoires et la Cour constitutionnelle sur base des procès verbaux à sa disposition ou des procès verbaux, la Cour constitutionnelle va valider et donner donc les résultats définitifs. La stratégie de faire couler le sang tel que nous l'avons vu, la stratégie de crier à la victimisation. La victimisation. Chers frères, dans ce pays, on connaît la stratégie. Vous êtes à mesure de créer un tourbillon dans votre propre verre d'eau et dire qu'on vous a empoisonné. On connaît la stratégie. On connaît la victimisation. On connaît qui a pleuré dans ce pays qu'un policier l'aurait piqué, je ne sais pas moi quoi, et qu'on l'aurait empoisonné. On connaît dans ce pays des gens qui ont pleuré. Je vais vous donner un petit exemple. L'élection, je vous dis qu'on a évolué positivement. En 2006, lorsqu'on tient la première élection dans ce pays, la première élection pluraliste, tout le monde dit de Joseph Kabila, je suis sérieux, je l'ai dit à la télé, bon nombre de gens disent de Joseph Kabila qu'il n'était pas congolais. On dit de lui qu'il était rwandais. Et au deuxième tour, on chante pour Jean-Pierre Bemba, on dit de Jean-Pierre Bemba Casamance Congo. À aucun moment, Joseph Kabila et ses partisans n'utilisent cette raison pour créer des tensions tribales. Après Joseph Kabila, ou même avant ça, il y a des gens comme Léon Kengo Wadondo. Dans ce pays, on a beaucoup de gens ont dit de Kengo Wadondo qu'il n'était pas congolais, qu'il était polonais. Autant pour Jeannot Bemba. Autant pour Jeannot Bemba et autant pour beaucoup de personnalités dans ce pays. On a toujours dit ça, des gens. Je crois même que Ndundu Bonongue aussi. Oui, on a dit de pratiquement tout le monde. Hein? J'ai dit de pratiquement tout le monde, sauf peut-être les gens dont la sociologie est connue. La sociologie est connue comme Félix Tshisekedi. On sait qu'il est né à Limete ici, ou qu'il est né je ne sais pas moi où, mais qu'il est né à Kinshasa, à Ngiringiri, de tel père et de telle mère. En dehors de ces personnes-là, tout le monde ou presque est passé par là. Mais c'est la première fois. Mais je vois des vidéos de gens qui disent de lui aussi qu'il serait angolais. Bah, ouais, après, tu vois, quand on veut répondre avec des âneries, quand on ne réfléchit pas trop avant de répondre, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, c'est la première fois dans ce pays que lorsque nous entendons, par exemple, des gens, des fanatiques surtout, parce qu'il faut qu'on se le dise, ces discours ne viennent pas des officiels. Les discours viennent des fanatiques. Moi, partisan de Etienne Tshisekedi en 2011, Marie-Paul, un musicien que vous pouvez connaître, qui a chanté au stade de Martyrs en soutenant Etienne Tshisekedi, Zongisa Kabila la Rwanda. Vous entendez des partisans aujourd'hui chanter Moïse Katumbi n'est pas congolais, Arudi et Kouabou. Et le lendemain, vous entendez des gens dire ça, c'est des propos qui viennent de telle région. Et donc, nous, de telle région, nous allons nous opposer à telle région. À quel moment le fait que l'on dise que telle personne est étranger inciterait telle autre région à réagir contre notre région? C'est révélateur. Lorsque Félix Tshisekedi est allé dans le Katanga à Lubumbashi, on a vu le monde qu'il a drainé. Je ne vous parle pas de Kasumba Lessa, je ne vous parle pas de Boutemo. Mais Ben Brian, vous allez poursuivre, mais en vous entendant parler, vous donnez l'impression que dans les deux camps, il n'y a que les gens originaires des régions des leaders. Pourtant, dans les deux camps, c'est vraiment hybride. Il y a tout le monde qui est là. Très hybride. Par exemple, vous voyez, vous, Delis Sanga par exemple, puisque vous l'avez cité tout tantôt, il est du Kasaï, justement. Francis Kalombo, il est du Kasaï. Vous savez d'où ils sont, hein? Ils sont dans l'autre camp, je vais dire le camp du numéro 3. Vous connaissez Samalou Kondé. Vous connaissez Jacques Yaboula. Vous savez dans quel camp ils sont? Ils sont dans le camp du numéro 20. Banza. Et tant d'autres. Ce que je veux vous dire ici, c'est pour vous expliquer la stratégie. Soit alors, on coupe la poire en deux, mais alors de la mauvaise des manières. Ça veut dire que soit ça passe ou ça casse. Il y a quelqu'un qui disait sur le plateau de télévision, j'étais encore jeune, je suivais un professeur, j'oublie son nom, mais il disait toujours, ce sont des bichiquilistes, ces personnes. En fait, ils veulent au fait que ça barde. Donc pour eux, tant qu'à faire, hein, autant qu'on ne peut pas gagner l'élection, vaut mieux alors jouer sur la fibre tribale. Vaut mieux alors tirer sur la corde sensible
du régionalisme et du séparatisme. Et ça, c'est partout en Afrique, hein, sauf dans Non. quelques pays, les Ghana, les Sénégal Non. peut-être. Non, Mais ce même pays- au Cameroun, on a vu ça à la réélection de l'actuel Biya. On voyait ces regains de tribalisme, ethnicisme. Non, toutes mais ces pourtant, choses. le Cameroun est un pays, j'ai envie de dire, vous avez parlé de bipolarité ici. Pourtant, le Cameroun, c'est la région francophone et la région anglophone. Les musulmans et les chrétiens. La RDC n'a jamais connu ce genre de problème. La RDC, c'est bipolarisme entre qui et qui. Vous avez vu ces ministres, cet ancien ministre de plan, Qui a fait quoi? vous savez ce qu'il a raconté? Non. Ah si, allez-y voir. Non, mais dites-nous, on vous suit. Cet ancien ministre de plan, je parle de M. Mondo, bien sûr, parce que je ne vais pas me cacher de citer des noms. Mondo, je pensais... Vous savez ce qu'il a raconté, non? Non, je n'ai pas envie Si. de relayer ça. Ah, vous n'avez pas envie de parler de ça, oui. Il a dit que voilà... J'ai même vu Seth Kikouni, mais j'ai pas envie de parler de Seth Kikouni parce que si c'était Constant Moutamba, je parlerais de lui. Quelqu'un qui postule pour vendre sa candidature, ça me donne pas trop envie de parler de lui. Mais lorsqu'on voit par exemple les tensions qu'il y a eu dans le Kindu, je lis M. Kikouni qui dit « Ah, si tu sais qu'il y avait une guerre civile, mais guerre civile entre qui et qui? Guerre civile entre qui et qui? Pourquoi dans ce pays, les gens qui sont en mal de positionnement veulent toujours tirer sur la corde sensible? Lorsque Jean-Claude Mouyambo dit de Moïse Katumbi qu'il n'est pas congolais et que c'est il utilise des termes assez propres à lui pour dire que c'est un magouilleur, tout ça. On sait que c'est la corde sensible hein, quand on veut s'attaquer à Katumbi. Non, mais à quel moment? C'est les bas de sa ceinture, c'est là qu'il faut les toucher. La question que j'allais poser, c'est à quel moment Jean-Claude Mouyambo, qui est du même coin, puisque vous voulez qu'on constitue ça comme ça, à quel moment Jean-Claude Mouyambo qui dit ça, à quel moment maintenant vous voulez séparer les deux? À quel moment vous introduisez le régionalisme lorsque c'est Mouyambo qui les dit? Et en quoi ça devient différent lorsque quelqu'un d'autre les dit? Lorsqu'on disait de Kabila, lorsque Moïse Katumbi, lui, a dit que Joseph Kabila est venu de Tanzanie avec des passeports tanzaniens et qu'il n'était pas congolais, on a divisé qui contre qui? C'est pour que vous compreniez à qui bénéficie le crime. Le crime ici, la manipulation, la victimisation, tous ces stratagèmes bénéficient uniquement, et là c'est pour répondre de manière résumée à votre question, bénéficient uniquement à ceux qui ne peuvent pas gagner l'élection et qui sont d'ores et déjà en train de faire le lit de la contestation et qui ont commencé depuis très longtemps à faire le lit de la contestation électorale. Malheureusement pour eux, l'histoire a démontré que depuis 1960, ce pays est resté dans l'intangibilité de ses frontières et que tous ceux qui ont essayé, maître, vous allez le leur dire, que tous ceux qui ont essayé dans ce pays de diviser la RDC, de le balkaniser, ils n'ont jamais réussi. Et ça ne risque pas d'arriver. Merci à vous, Ben Brian. Maître Simon Baya, on sent clairement que ça commence à devenir clair, hein, cette question. Vous essayez, vous deux, de répondre et les gens devinent déjà, ils se font une idée, quoique vous ne nommez pas, et c'est sage de le faire d'ailleurs. Mais est-ce que pensez-vous si jamais il y avait dialogue, les camps Katumbi, moi je vais les citer, moi je suis apolitique, moi je suis journaliste, les camps Katumbi obtempéraient à cette probabilité. Mais ils sont à la recherche d'un dialogue. Ce n'est pas que non, si jamais, non. Ils sont à la recherche d'un dialogue. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent que dans les urnes, Katumbi ne va pas s'en sortir. Katumbi ne va pas s'en sortir. C'est un plan, en réalité, qui vient des impérialistes. Vous savez, la situation aujourd'hui de l'Est, avec l'état de siège, la communauté internationale est vraiment en difficulté. Cette communauté internationale qui avait fait du Rwanda les premiers producteurs de coltan et de plusieurs minéraux qui ne sont pas au Rwanda mais qui sont ici en RDC. Mais avec l'état de siège, on n'assiste plus à cette exploitation-là illicite qui avait enrichi Paul Kagame et ses parrains. C'est pour cela qu'il faut à tout prix se débarrasser de Félix Tshisekedi.
du pouvoir. Okay. Et l'un des moyens les plus propres, c'est de pouvoir d'abord proposer un dialogue pour le partage du pouvoir. Et dans les dialogues, on va insister à ce qu'il y ait une petite transition, même d'une année et demie, même de 2 ans, qui sera gérée par Félix Tshisekedi, mais à l'issue, il va dire au revoir et quitter le pouvoir. C'est fini. Vous consentez? Comment ça, la Constitution ne prévoit pas un dialogue. Nous avons une Constitution, montrez-moi là où... Si jamais on tendait vers ça. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Non, mais réfléchissez par nous sommes en pleine campagne électorale. Et qu'est-ce que le dialogue viendra faire encore? Okay. Nous sommes en pleine course. Okay. La République a mis des moyens et continue à mettre les moyens. Est-ce qu'on doit prendre ça à la légère? Pour que quelques jours après, mais ça c'est une insulte vis-à-vis des peuples congolais qui se mobilisent chaque jour, qui se préparent chaque jour pour aller aux élections. Après, vous allez dire que non, votre argent là, non, on jette tout par la fenêtre. Voilà. Et il y aura un groupe de gens qui va aller se réunir, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, ou quelque part. Crédible. Qui a dit le cas de l'Afrique du Sud, c'était pour la candidature commune de l'opposition. Bon, encore que c'était vraiment pas toute l'opposition qui était là parce que... Nous savons qui organise ça et qui a été déjà désigné, déjà comme... déjà dénoncé ça avant de partir en Afrique du Sud. Il avait même refusé d'y aller. Il avait déjà refusé d'y aller. Il savait que tout était déjà planifié pour le candidat numéro 3. Il est allé se retrouver là-bas avec son copain Mata Tampogno. Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour qu'il soit en fait désigné comme candidat commun. Mais il oublie que... non, son copain Mata Tampogno. S'il vous plaît, nous sommes... Tous les partis politiques qui étaient réunis, d'après Kikoun, il dit qu'ensemble étaient les seuls qui remplissaient les conditions qui étaient exigées. Vous savez, nous sommes sur un plateau d'une chaîne qui est suivie par des responsables et surtout cette émission. Je m'abstiens de citer le nom de certains, de ces jeunes gens qui pensaient que la politique c'est comme de la musique où je peux me faire connaître. Non, les Kikouni et les autres là, laissez tomber ces histoires-là de Kikouni. Il était candidat, c'est la 10e fois qu'il a postulé. Mais il a battu campagne où? On le voit où? Mais ça, c'est de la farce. Mais donc, il avait postulé pour vendre sa candidature, comme Ben l'a dit. C'est ce que vous voulez me faire croire. Alors, si c'est le cas où je vais accepter... C'est un acteur... mais c'est quoi cette histoire de nécessité ou pas? C'est pas quelqu'un qui va aller monnayer sa candidature. C'est pas quelqu'un qui va... Mais c'est une mise... Écoutez, qui n'a pas besoin d'argent? On met 3 millions pour gagner 9 millions. Qui n'a pas besoin d'argent? Allez proposer une enveloppe à Bill Gates, s'il va dire non. On sait comment ça se passe. Oui, mais ça dépend. Même pour cette Kikoun, ça dépend aussi. De combien est-ce qu'on avait mis à sa disposition? Et voilà un candidat qui devient aujourd'hui un enfant de course d'un autre candidat. Mais oui. Comment vous êtes candidat? Si vous êtes un candidat sérieux et vous estimez que vous devriez désister pour le compte d'un autre candidat, c'est la démocratie, ça peut se faire. Donnez un mot d'ordre à vos électeurs qui vont élire celui-là pour qui vous avez désisté. Mais vous entrez dans son équipe de campagne, vous devenez, je ne sais pas moi, l'un ou un directeur de campagne adjoint ou comment, vous êtes maintenant dans son équipe, on vous amène à gauche et à droite, on vous fait loger dans des hôtels. Non, laissez tomber ces histoires-là des jeunes gens qui utilisent des réseaux sociaux et après ils pensent qu'avec les réseaux sociaux, ils peuvent devenir aussi célèbre, devenir candidat. Tout ça, ce sont de la blague. Moi, je pense que prochainement, la CENI doit aussi évaluer certaines personnes qui doivent amener des candidatures. Non, la CENI doit être aussi regardant sur ça. Essayer encore d'alourdir les critères pour éviter de ce genre de parvenus dans la course aux élections présidentielles. La CENI doit alourdir les conditions, doit revoir la loi électorale. Comment on doit être, nous, dans un pays sérieux comme celui-ci, et devant nous, un matin, on se réveille, on nous annonce qu'il
il y a un certain Seth Kikuni qui est aussi candidat président de la République. Mais on blague avec la République démocratique du Congo. Il peut devenir conseil municipal, il peut devenir même, je ne sais pas moi, bourgmestre. Là, ça peut aller même. On ne peut pas blaguer avec la magistrature suprême. Alors, maître Ben Brian, moi, je vois qu'on est en train d'étendre vers la fin de cette émission. Il y a une édition d'information qui doit nous succéder tout à l'heure. La semaine prochaine, c'est déjà le 20. Oui. C'est la date, pas butoir, j'évite le mot, mais c'est la date prévue pour les élections. Déjà, vous allez vous adresser à la population et faire des prévisions. N'appelez pas à votre vote, s'il vous plaît. Pourquoi? Non, c'est interdit. La campagne, elle est payante. Ah, okay. Voilà, justement. Donc, vous allez vous adresser à la population. Mais surtout, ce que moi, j'attends de vous, particulièrement, c'est que vous puissiez appeler la population à la paix, la cohésion sociale, la tolérance. Parce que moi, j'ai vu des amitiés se briser à cause des opinions politiques, des gens, des relations de famille prendre froid. Parce que tout simplement, on ne partage pas les mêmes opinions politiques. Le Congo est nos relations restent, quoi qu'on peut diverger dans des opinions. Alors, vous, les acteurs politiques, vous n'êtes pas de moindres personnes dans cette cohésion sociale. Alors, isez de ces plateaux pour faire un tel appel. Vous êtes libre de vos propos, mais moi, je vous conseillerais, je vous invite surtout à prendre cet élan, à prendre ces pas. Merci Ben Brian. Oui, mais merci beaucoup. Déjà, je veux vous remercier de votre invitation et merci de la participation active de Maître en face de moi. Cette émission, elle était très importante et elle m'a paru très intéressante. J'espère que c'était le cas pour les compatriotes qui nous ont suivis de partout à travers les territoires nationaux et peut-être au-delà aussi du territoire congolais. Je suis Ben Brian Mbouyi Kalala, c'est mon nom complet à l'état civil. Je suis candidat député provincial dans la commune de Lemba. Je suis au numéro 245, même si on ne veut pas que j'appelle le vote. Je n'appelle pas au vote. Je dis simplement que je suis candidat. Ça me donne la légitimité de dire ce que je vais dire après. Ok. Très bien. Donc je disais que j'étais candidat au député provincial, mais en tant que tel, en tant que candidat, j'en appelle à la paix. Nous sommes un pays pacifique. Nous l'avons démontré par le passé. En dépit de toutes les divergences que l'on peut avoir, en dépit de toutes les tentatives de déstabilisation, en dépit de tout ce que nous avons connu dans ce pays comme pillage, comme velléité séparatiste, comme velléité ségrégationniste, nous sommes restés un. Et la force de cet État est dans son unité. La force de cet État est dans son intangibilité de frontières. Ensemble, nous sommes plus forts. Mais divisés, unis, nous sommes faibles. Et ce n'est pas pour rien que le fossoyeur de nos peuples veulent à tout prix nous diviser. La campagne électorale passera. Méfiez-vous. Abstenez-vous de tenir de propos discourtois. Si j'en ai tenu quelques-uns sur ce plateau, je m'en excuse. Peut-être que la parole est allée au-delà de l'esprit, mais ce n'était pas mon intention. Mais cependant, je resterai très véhément, je resterai toujours très en alerte contre tout ce qui est séparatisme, divisionnisme, ségrégationnisme. Je m'attellerai à taper très fort contre toute personne, tout esprit qui me paraîtra séparatiste. Et je sais que après 2023, après l'élection du 20 décembre, parce que je crois encore que l'élection se tiendra le 20 décembre, après cette élection, ce pays demeurera. Les hommes passeront. Excusez-moi, Mobutu n'est plus de ce monde, mais ce pays existe encore. Lumumba n'est plus de ce monde. Ils nous ont laissé un héritage que nous devons consolider. Et ce 20 décembre, nous avons le choix aussi entre répartir à zéro ou consolider les acquis. Et moi, je vous invite à voter ce 20 décembre pour consolider les acquis. Vous savez quel numéro il faut voter le 20 décembre. Et aux élections provinciales aussi, vous savez lequel il faut voter. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, Maître Simon Baya. Merci beaucoup, Christopher. Mes propos n'étaient pas dans le sens d'inciter à quoi que ce soit. Tout à fait. Merci pour nous avoir donné la parole, tout justement pour chercher comment appeler ceux qui nous suivent à l'apaisement. Moi, je voulais être direct, je m'adresse directement à la communauté katangaise et la communauté kassaïenne. Ce ne sont pas des ennemis. Vous, les deux communautés, vous n'êtes pas des ennemis. Nous allons
aux élections, que le meilleur gagne. Que ce soit le numéro 3, que ce soit le numéro 20, que le meilleur gagne. Mais, ce que je vous demande, considérez celui qui est en face de vous comme votre frère. Ça, c'est juste un processus, un moment qui va passer comme Ben l'a dit. Regardez ce qui s'est inspirez-vous de ce qui s'est passé en 2018. Nous avons échappé à beaucoup de morts ici dans ce pays. Bien que dans un camp, le numéro 4, à l'époque c'était le numéro aussi combien? 20 toujours. 20 toujours. Le numéro 4 et le numéro 20 étaient en train de se tirailler. Alors, nous arrivons en 2023. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu se retrouvent à la CENI, ils se serrent la main. C'est un signe fort. Ça, c'est pas nouveau avec les politiques. Ce ne sont pas les ennemis, mais on doit plus insister sur ça pour dire que ce ne sont pas les ennemis. Quand ils se serrent la main, nous devons insister et enseigner le petit peuple que les deux là, que vous êtes en train de soutenir, ne sont pas des ennemis. Donc, le peuple, beaucoup plus, je m'adresse au peuple du Grand Kassai, laissez n'importe quel candidat venir battre campagne chez vous. Laissez-le venir, c'est son droit. La circonscription électorale pour un candidat président de la République est sur toute l'étendue de la République. Tout celui qui veut venir, même cette qui cogne, laissez-le venir. N'importe qui a le droit de battre campagne chez vous. Ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à la provocation, mais ce que je vous demande, c'est de préserver les acquis pour un Congo futur. Voilà, je vous remercie. Allez, ça ressort clairement que j'avais l'union sacrée dans ce plateau. Vous l'avez suivi. Le soir, ça sera opposition. Il y a le porte-parole de Mukwege qui sera là avec nous le soir, Eric Bisselo. Pompon Joly aussi sera là. Carmel Batalou de Ensemble pour la République qui est tombé malade. Il allait être là avec vous. Vous l'avez loupé de justesse. Il est terrible celui-là. Allez, merci à vous Ben Brian d'avoir été de nous. Merci Christopher, c'est gentil. Merci de l'invitation. Merci à vous Maître Simon Baya. Je vous remercie. Je remercie les milieux des spectateurs et aussi mon co-débatteur Ben. Nous avons été très honorés de vous avoir et merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. La rediffusion c'est à 21h30. Je vous retrouve le soir à 17h et demain, vous serez avec Cédric Bachala pour un autre numéro. Moi, on se retrouve le soir. Bonne suite de programme sur votre chaîne et merci à vous. Merci beaucoup.